C'est fini pour le 14e Salon international de l'artisanat de Ouagadougou, une édition de la relance qui a connu son épilogue hier au cours d'une soirée de récompense. Le prix du président du Faso revient au Niger. À l'heure du bilan, les motifs de satisfaction sont nombreux selon les organisateurs. Les détails dans un instant. Beaucoup moins gai, la dengue est là, une maladie qui suscite inquiétude et psychose. Quelle est l'ampleur de la situation et quelles sont les mesures de riposte? Le ministre de la Santé, le docteur Smaïla Ouedraogo, est notre invité. Harouna Il Boudo enjourne au terme du 29e tour du Faso avec seulement une seconde d'avance sur son concurrent français. Le cycliste burkinabé a tenu bon ce matin sur la dernière étape Korsimoro-Ouagadougou. Le film de l'étape et les grands enseignements de cette édition dans ce journal. Aux États-Unis, républicains et démocrates jettent leur dernière force dans la campagne. Nous sommes à 2 jours des élections présidentielles. Donald Trump et Hillary Clinton multiplient les meetings. Le candidat républicain évacué d'une salle en plein discours à cause de la présence supposée d'un homme armé. Voilà pour la une de ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Je vous le disais, c'est fini pour la 14e édition du Salon international de l'artisanat de Ouagadougou. Le dernier acte, une soirée gala hier à Ouaga 2000, une soirée de récompense pour les meilleurs stands et c'est le Niger qui remporte cette année le prix du président du Faso d'une valeur de 3 millions de francs CFA. L'épilogue d'une édition au bilan d'ensemble jugé satisfaisant. Tanga Kafando. Une soirée pour magnifier l'artisanat africain. La nuit des artisans méritants, et c'est le Niger qui remporte le plus gros lot, le premier prix du président de la République. Je remercie d'abord le bon Dieu qui nous a vraiment permis d'avoir ce prix. Le stand d'abord est composé des produits artisanaux, faits main, et le tissage et les produits de la maroquinerie, les produits de bronze. Tout est dans le stand, ceux qui ont pu visiter le stand. Cette soirée était également l'occasion de tirer un bilan de cette édition du SIAO avant la clôture. Nous avons reçu près de 2800 exposants et les journalistes qui sont venus à travers le monde, on a accrédité 744 badges pour ces journalistes. Il y a aussi eu 310 visiteurs et acheteurs professionnels. Donc c'est pour dire que les visiteurs autour de 250 000, c'est un chiffre important et nous nous en réjouissons. Bilan satisfaisant. Côté participation et mention spéciale a été faite aux forces de l'ordre et de sécurité qui ont relevé le défi dans un contexte sécuritaire particulier. Les visiteurs, les exposants, effectivement, étaient en sécurité totale. Et je crois que c'était à leur bonheur. Et notre souhait, effectivement, c'était que cette édition se tienne sans qu'il n'y ait de heurts. Et c'est ce qui s'est passé. La même mention a été faite au Ghana, pays invité d'honneur qui n'a pas fait de la figuration. Rendez-vous a été donné aux artisans du 26 octobre au 4 novembre 2018 pour la 15e édition. Voilà pour ce qui est de l'officiel, mais si vous avez fait un tour au SIAO, vous l'avez certainement remarqué, ces étals spontanés qui se sont développés tout autour du site, un marché parallèle de produits de tout type, l'initiative de quelques vendeurs qui profitent également de l'opportunité du salon pour faire de bonnes affaires, même si cela relève la concurrence déloyale, voire illégale. Constat Paul-David Bambara, Oumar Zombre. Au Salon international de l'artisanat de Ouagadougou, SIAO, il y a les exposants officiels, c'est-à-dire ceux qu'on attendait à cette fête, mais il y a aussi ceux-là qu'on n'attendait pas forcément, mais qui se sont eux-mêmes invités. Tinto Amidou fait partie de ce groupe de marchands et artisans qui ont flairé la bonne occasion dès les premières heures de ce SIAO 2016. On est ici à l'occasion du SIAO. En tout cas, on ne se plaint pas, mais dès là, il n'y a pas marché pour le moment. En tout cas, on est ici jusqu'à 22h, 23h souvent, mais il n'y a pas marché. C'est rare. Nous aussi, on attend les derniers jours pour voir. D'ici demain, peut-être ça va changer. Comme il y a chaud, on a dit qu'on va venir voir ça là, si ça va marcher un peu. Bon, marché là,
Bon, il n'y a pas marché beaucoup, c'est un peu. À la question de savoir pourquoi ils sont tous dehors au lieu d'être dans l'enceinte du CIAO avec les autres exposants, ces commerçants semblent avoir le même refrain. On n'a pas de moyens pour prendre les stands, c'est pour ça qu'on est dehors aussi pour essayer de vendre. Les hangars sont un peu serres, les conditions aussi c'est pas facile. Pour avoir un hangar là même, c'est pas facile. Donc c'est pour ça qu'on a préféré de rester ici pour se débrouiller un peu. Vendeurs pour certains et revendeurs pour d'autres, les abords du CIAO sont devenus un véritable marché parallèle. On y trouve des jouets pour enfants, des pagnes ou encore des tickets d'entrée. Un commerce pas forcément apprécié, donnant souvent lieu à des interventions de la police. En vrai dire, cette année-là, en tout cas, il n'y a pas de clients comme cela. Le marché, ça ne va pas. En plus, les policiers là, nous dérangent beaucoup. Ils nous dérangent. Ils viennent nous chasser. Souvent, on ramasse, souvent, on laisse. Ça nous dérange un peu, mais ça va. C'est son travail. Ils ont raison. Nous aussi, nous, on a mangé. C'est un peu. En tout cas, ces commerçants savent qu'ils font de la concurrence déloyale à ceux qui tiennent des stands officiels. Même s'ils trouvent le marché lent à leur niveau, ils tiennent néanmoins à rester jusqu'à la fin du CIAO, histoire d'avoir leur part du gâteau, aussi petite soit-elle. La page santé de ce journal à présent avec cette maladie qui suscite bien des inquiétudes actuellement au Burkina Faso. Il s'agit bien sûr de la dengue. La maladie est bien là et pour en parler, je reçois comme annoncé le docteur Smaïla Ouedraogo, ministre de la Santé. Bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir, monsieur Ouedraogo. Alors, il y a quelques jours de cela, nous recevions déjà le directeur de la lutte contre la maladie qui annonçait donc l'installation de cette maladie, surtout à Ouagadougou. Alors, aujourd'hui, monsieur le ministre, quelle est l'ampleur de la situation? Est-ce qu'on peut parler d'épidémie? Merci, monsieur Ouedraogo. Je pense que vous nous donnez l'opportunité, à la suite de ces cas déjà faits, le directeur de la lutte contre la maladie et tous les services compétents en la matière, de donner des clarifications à nos concitoyens et surtout d'énoncer quelques principes qui conviendraient d'observer en ces périodes. Alors, donc, pour revenir sur votre question, oui, la dengue existe au Burkina Faso. Entre le 17 octobre, entre août et aujourd'hui, les données que nous avons pu collecter dans les différentes formations sanitaires font état de 645 cas de dengue testés positifs. Sur ces 645 cas, il y a eu 7 personnes malheureusement qui en sont décédées. Et quand nous nous sommes intéressés pour voir à peu près quel était le profil de ces personnes, il s'est avéré que c'est des personnes qui souffraient également d'autres pathologies, ce qui fait que la dengue, quoique une maladie bénigne, qui n'est pas potentiellement très grave, donc a pu prendre le dessus sur ces patients. Monsieur le ministre, mais est-ce que c'est sur l'ensemble du territoire ou est-ce qu'il y a des zones précises où la maladie sévit? La maladie sévit. Notre préoccupation actuellement, c'est au niveau de Ouaga, où nous avons constaté qu'il y a beaucoup plus de cas que ce qu'on observait par le passé. Sinon, à Bobo, nous avons diagnostiqué 10 cas. Et à Dori, il nous est revenu qu'il y a également 12 cas, donc positifs au test de diagnostic rapide. Mais dans l'ensemble, ces tests de diagnostic rapide, nous avons convoyé 10 prélèvements donc, au niveau du centre Mirage pour qu'on puisse faire le diagnostic définitif, final si on peut l'appeler ainsi. Et ce diagnostic a révélé un patient sur 10, ce qui on a pu mettre en place, en exergue donc, le virus. Les autres. Monsieur le ministre, peut-être la répétition est pédagogique en pareille circonstances. Alors, qu'est-ce que c'est que la dengue exactement? On en a déjà parlé, mais il ne serait pas de trop de revenir là-dessus. Ok, bon, ce qu'il faut savoir, la dengue est une maladie qui est causée par un virus. Le virus est transmis par un moustique. Donc, je ne rentre pas dans les détails de ce moustique, par piqûre. Donc, le moustique s'infecte en piquant quelqu'un qui est infecté et après, il infecte une autre personne en le piquant. Et ce qu'il faut retenir, c'est que la dengue est une maladie qui a des signes, des manifestations similaires à beaucoup d'autres maladies, en particulier donc le paludisme. Il s'agit d'une maladie qui se caractérise par des maux de tête, donc assez durs. Même malgré le traitement, ces maux de tête peuvent perdurer. Se traduit également par des douleurs musculaires, des douleurs articulaires et de la fièvre. Donc tous ces signes
peuvent se retrouver également dans le cas d'un paludisme dans notre contexte. Alors donc, en résumé, maladie due à un virus transmis par piqûre de moustique, dont les manifestations sont essentiellement des céphalées, la fièvre et puis les douleurs articulaires. Dans quelques cas, des complications peuvent survenir, et c'est vraiment rare, à travers des manifestations comme des saignements, ce qu'on appelle des hémorragies. Et dans ces genres de situations-là, si ce n'est pas efficacement pris en charge, donc la personne peut en mourir. Alors, Monsieur le ministre, à l'heure actuelle, quelles sont les dispositions qui ont été prises pour faire face donc à cette maladie? Alors, donc pour faire face à cette maladie, nous avons pris un certain nombre de dispositions. D'abord, éviter que les gens ne contractent la maladie. Et ça passe par des activités de sensibilisation, d'information, pour que les gens sachent ce que c'est, comment est-ce qu'on peut les éviter. Et à ce niveau, nous sommes en train de diffuser. Donc, il y a des spots publicitaires qui passent sur la dengue. Au niveau des radios, donc mes collaborateurs sont en train de communiquer avec les populations. Il faut avoir des mesures, observer des mesures au niveau individuel et des mesures collectives. Au niveau individuel, il faut arriver à faire en sorte qu'on puisse identifier les gîtes. Et nous sommes en partenariat avec la mairie pour faire cette mobilisation afin que nous puissions identifier et détruire tous les gîtes possibles. Et au niveau individuel, familial, déjà, les gîtes potentiels, c'est les Canaries qui ne sont pas couverts. Nous invitons les populations à couvrir les Canaries, à vider l'eau au moins une fois par semaine pour éviter que le moustique ne puisse se reproduire. Donc, dans ces endroits, il y a également par endroit des pneus. S'il y a des pneus qui existent dans des zones humides où il y a de l'eau à l'intérieur, donc les moustiques peuvent se reproduire. Donc, nous invitons les uns et les autres à se débarrasser, donc à nettoyer leur environnement. Au-delà de ça, il y a également tous les endroits, les contenants qui ne sont pas naturels, c'est-à-dire que les pots de fleurs, par exemple, qu'on a chez nous, si on fait en sorte, lors des arrosages, que l'eau soit maintenue pendant une période donnée, le moustique peut se reproduire. Il y a également les abreuvoirs, surtout pour les animaux. Là, nous lançons un appel à tous les éleveurs, en tout cas de faire en sorte que l'eau des abreuvoirs soit renouvelée au moins une fois par semaine. Ça évite que le moustique puisse se reproduire et effectivement aller se contaminer les autres. Donc voici un ensemble de mesures sur lesquelles, à travers les spots publicitaires, nous allons revenir, mais avec la mairie particulièrement à Ouaga, et nous invitons également donc, les autres localités à développer ces initiatives-là pour que nous nettoyions notre environnement. Si notre environnement est suffisamment nettoyé, donc, il y a moins de risques que ce moustique puisse prendre les dessus. Monsieur le ministre, mais au-delà de ces actions de prévention, au niveau de la prise en charge, est-ce qu'il y a un protocole ou bien qui est mis en place? Oui. Non, permettez-moi d'insister sur la prévention parce qu'en réalité, prendre en charge une maladie, c'est qu'on a échoué. La prévention, elle coûte moins cher et elle est plus facile à mettre en œuvre si les gens comprennent. C'est pour cela que je voudrais insister là-dessus. Mais pour revenir sur votre question, effectivement, c'est une maladie pour laquelle, du moins, nous n'avons pas un traitement spécifique. C'est-à-dire, il n'y a pas un médicament aujourd'hui qui peut tuer le virus de la dengue. Donc, c'est une maladie pour laquelle on ne fait que des traitements symptomatiques. Quand le malade arrive, on prend en charge les signes, les céphalées, les douleurs, et ainsi de suite, donc pour que le malade puisse avoir le confort qu'il faut, et on l'observe pour éviter qu'il y ait des complications. Donc à ce niveau, donc, nous avons envoyé des protocoles, il y avait une directive, et en plus de la directive, nous avons fait une synthèse pour donner les points essentiels donc, de cette directive-là aux agents de santé pour qu'ils puissent... Voilà. L'un des exemples, par exemple, cette directive-là, c'est de dire aux agents de santé d'éviter de faire systématiquement recours à des médicaments tels que l'ibuprofène, les anti-inflammatoires de façon générale, l'ibuprofène, l'aspirine, qui peuvent aggraver la situation des cas des malades. Ok, monsieur le ministre, il y a ce problème aussi de manque de réactifs. Il y a des gens, en tout cas, qui cherchent à diagnostiquer en tout cas leur mal, qui n'arrivent pas à le faire. Alors, qu'en est-il exactement? Oui, je pense qu'à ce niveau, il ne faudra pas que nous dramatisons. C'est vrai, il y avait un stock de réactifs, ces réactifs sont finis. Au niveau du gouvernement, nous avons pris des dispositions pour en commander, avec notre partenaire technique, l'OMS, qui est également en train de prendre des initiatives pour que nous en procurions. Au niveau local, il y avait 2 structures qui étaient habilitées, compétentes à nous donner ces réactifs. Actuellement, ces structures n'ont plus de tests à leur niveau. Donc, mais je voudrais qu'on ne dramatise pas parce que
Ce n'est pas parce qu'on va faire un test et dire que tu as la dengue que le problème est réglé. Nous essayons de nous adapter. Qu'est-ce qu'on dit? Notre directive qu'on a envoyée aux agents de santé. Devant toute symptomatologie similaire à la dengue, il faut éliminer les pathologies qui peuvent ressembler à la dengue, essentiellement dans notre contexte le paludisme. Et là, on a les tests de diagnostic rapide. Quand vous faites le test de diagnostic rapide et que le test est négatif, on déduit. Voilà, pensez intuitivement qu'il peut s'agir de la dengue et en ce moment, éviter tout ce qui peut être posé comme acte pour aggraver la situation de la dengue. Sinon, le diagnostic permet de savoir qu'on a la maladie, mais en réalité, le suivi de la maladie se fait par une simple numération formule sanguine pour voir si l'état hémodynamique, donc la personne est stable, pour éviter les complications. Donc, de façon pratique, nous avons donné ces consignes-là en attendant donc, de pouvoir nous réapprovisionner donc, en réactifs qui viendront pour confirmer, mais qui en réalité n'empêchent pas que la prise en charge se fasse de façon efficiente. Monsieur le ministre, il y a ces rumeurs qui circulent selon lesquelles les feuilles de papayer seraient en tout cas très efficaces contre la dengue. Alors, info ou intox, monsieur le ministre? Je suis un fervent adepte de la médecine et de la pharmacopée, la médecine traditionnelle de la pharmacopée, parce que même ce que nous prenons, on parlait tout de suite de l'ibuprofène et autres, à l'origine, c'est à la base de plantes. Mais tout ça doit avoir des évidences. Quand on n'a pas de preuves scientifiques, j'ai moi aussi été informé à travers les réseaux sociaux que la papaye guérirait donc la dengue. Et j'ai essayé de regarder sur des sites où on peut publier des résultats de recherche. Je n'en ai pas trouvé. Donc partant de là, je ne saurais, donc au nom de ma responsabilité de garantir la santé publique, je ne saurais encourager les gens à rester, à consommer des feuilles de papaye. Je dis, le réflexe doit consister à aller dans une formation sanitaire dès qu'on a l'un des signes que je viens de citer, la céphalée, les fièvres, les douleurs articulaires, musculaires. Et une fois au niveau de la formation sanitaire, les conseils vous seront donnés et la prise en charge sera faite de façon efficiente. Monsieur le ministre, au-delà de la dengue, il faut dire que nous sommes en période de transition climatique, l'harmattan et le froid qui s'installent progressivement et tout le monde le ressent. Poussière et sécheresse de l'air mettent les organismes à rude épreuve et sont propices au développement de certaines pathologies. Comment les populations vivent-elles cette période? Suivons ce reportage réalisé à Ouagadougou par Konson Koulibaly et Maï Traoré. Ouagadougou, enveloppé dans une suspension poussiéreuse. L'harmattan commence à souffler sur la capitale. À certains endroits, les usagers de la route sont contraints de braver des nuages de poussière qui s'élèvent à chaque passage du vent, d'un tourbillon ou tout simplement d'un véhicule. L'harmattan s'installe progressivement avec son lot de maladies, surtout respiratoires. Il y a trop de poussière et de vent. Un vent sec et agressif, dangereux pour notre santé. La poussière qu'on consomme là, c'est dangereux. Je suis enrhumé et j'ai la toux. Et ça m'amène où? Certains Ouagalais anticipent en se protégeant avec leurs moyens de bord. Il y a vraiment trop de poussière. Voilà pourquoi je me suis bien protégée. Pour éviter les maladies telles que le rhume et l'angine et autres. Les autres mesures qu'on prend, c'était les anciennes mesures que nous utilisons dans les familles. C'est le beurre du karité et puis les petits pommages que nous utilisons pour bérer nos narines pour pouvoir respirer. Même ceux qui ne se sont pas protégés sont conscients des risques qu'ils courent en respirant cette fine poussière. Pour le moment, on n'a pas prévu quelque chose, mais il faut prévoir quelque chose en tout cas. Il y a les cassinets qu'il faut prévoir aussi. Beurre de karité, en tout cas, c'est meilleur. Ça protège beaucoup. Tous les moyens sont bons pour se prémunir des maladies et d'autres, à l'image de cette mère de famille, disent arroser quotidiennement la devanture de leurs concessions et les alentours de leur lieu de travail. Alors, docteur Smaïla Ouedraogo, on l'a vu, donc le froid et l'harmattan qui sont en train de s'installer. Alors, quel est le bon réflexe à adopter pour rester, disons, loin du docteur? Merci. Avant de revenir sur votre question, je pense qu'on est là pour la dengue et il y a une information, en tout cas, que je voudrais porter à la connaissance des uns et des autres, parce qu'on entend dire qu'il faut faire des pulvérisations, ainsi de suite. Au niveau du ministère, et en collaboration avec les centres de recherche du ministère et de l'université, nous avons examiné la question. Malheureusement, nous sommes butés à des obstacles que nous essayons de relever. Les médicaments
les produits disponibles pour les pulvérisations, nous avons testé un certain nombre et nous sommes dessus de l'efficacité de certaines d'entre elles. Celles qui sont efficaces également ont des limites dans leur utilisation. Et au moment où je vous parle, donc, les chercheurs du Centre Mirage et du CNRFP donc, sont en conclave pour nous faire une proposition de combinaison qui nous permette de faire ces pulvérisations-là au niveau spatial. C'est bien se fait au niveau spatial, mais en attendant, dans les formations sanitaires telles que l'hôpital Yaladou et les CMA de Ouagadougou, nous allons procéder dès mardi à des pulvérisations au niveau donc, des salles d'hospitalisation, parce que là, on a des produits qui marchent efficacement. Alors, pour revenir sur votre question, je pense que nous avons des citoyens bien avisés. Tout a été dit à travers la présentation qui a été, le reportage qui a été fait. Nous sommes en période d'harmattan, donc il y a la poussière. Et la poussière synonyme d'infection respiratoire, quelqu'un a parlé de rhume, et ainsi de suite. Et je pense que les conseils qu'ils vont donner, je n'ai pas d'autres conseils que ça. Nous, au niveau du ministère, nous avons anticipé sur un problème de santé qui est la méningite, nous sommes en campagne actuellement. Le vaccin de rattrapage. Voilà, MEN-Afrique-Vac, qui est un vaccin conjugué que nous sommes en train de mettre en œuvre actuellement même. Donc, pour les populations, c'est de se procéder de la poussière en utilisant des cache-nez, mais comme certains auditeurs viennent de le dire, en humidifiant aussi les narines avec le beurre de qualité, et on augmente les chances de ne pas contracter un certain nombre de pathologies. Monsieur le ministre, je m'en voudrais de ne pas vous poser cette question. Alors, la Cour d'appel qui a tranché cette semaine sur cette question, cette affaire de la CAMEG, et qui finalement semble donc, en tout cas, donner raison aux nouvelles autorités de la CAMEG en invalidant les décisions prises par le tribunal de grande instance. Un commentaire pour finir? Je n'ai pas de commentaire spécifique. Je laisse cette question donc, à l'avocat donc, qui gère le dossier comme il se doit, et également à la nouvelle équipe, et également à l'ancienne équipe, parce que je pense que nous sommes en République et je pense que chacun saura raison garder à tirer les conséquences qui en découlent pour permettre à ce que le système de santé puisse fonctionner comme il se doit. Il n'y a pas de victoire. Moi, je ne vois pas ça comme étant une victoire parce que ça n'a jamais été un combat personnel. Pour ceux qui me connaissent, ils savent très bien que je ne suis pas dans ces chemins. Mais ceux pour lesquels je ne peux pas accepter, quelle que soit la situation, c'est une situation dans laquelle je sens que l'intérêt des populations, l'intérêt de ceux qui ont fait de nous ce que nous sommes n'est pas pris en compte. Donc à ce niveau-là, vous m'excuserez, je ne vais pas aller plus loin. Nous suivons tous avec l'immense espoir que les uns et les autres pourront tirer les conséquences nécessaires pour que nous puissions avancer au bon Merci. Merci, monsieur le ministre, d'être passé sur notre plateau. En rappel, mesdames et messieurs, l'invité de ce 20h était le ministre Ismaïla Ouedraogo de la Santé. Il a donc été question essentiellement de la maladie de la dengue. On reste sur le dossier de l'harmattan, l'air sec, la poussière. Voici les principales caractéristiques de cette période, sans doute l'une des plus désagréables à vivre. Alors, question, d'où viennent ces vents secs chargés de poussière? L'une de nos équipes est allée à la rencontre des spécialistes du temps. C'est un reportage de Paul-David Bambara et Ismaël Diloma Sirima. La zone sahélienne connaît régulièrement un phénomène appelé l'harmattan. Des vents chargés de poussière qui soufflent entre décembre et fin mars. À la direction de la météorologie, les caractéristiques de ce phénomène sont bien connues par les prévisionnistes qui les résument en 3 types. Le premier, c'est le renforcement des vents au niveau de la dépression de Baudelaire. Et la deuxième situation est liée au renforcement de l'anticyclone des Açores. Et ici, le troisième, c'est le passage des phénomènes extratropicaux, les phénomènes qui ont lieu au niveau de l'Europe. Le principal type qui pourvoit le Burkina Faso en vent chargé de poussière est celui de la dépression de Baudelaire, située au Tchad. Vous pouvez voir ici cette partie rose-là. C'est précisément l'emplacement de cette zone appelée dépression de Baudelaire qui est en train de soulever de la poussière. Et comme vous le savez, la poussière est propagée tout comme la pluie, c'est d'est en ouest. Donc cette poussière va traverser une grande zone ici et se diriger vers le Burkina. Toutefois, la situation actuelle du Burkina Faso
est tout autre. Nous sommes actuellement dans une phase de transition, ce qui veut dire qu'on est en train de passer de la mousson à l'harmattan. Donc, quelquefois, on voit une remontée de la mousson, parfois même qui peut atteindre le centre du pays. Donc, actuellement, on ne peut pas parler à proprement dit d'harmattan, sauf au niveau du nord du pays et quelquefois à l'est du pays qu'on a véritablement de l'harmattan. Concernant les questions d'anticipation, la direction de la météorologie dit ne pas avoir de prévisions saisonnières pour la période sèche de l'année. On ne saurait donc vous dire si au Burkina, il y aurait beaucoup de poussière ou pas dans les mois à venir. Sur un tout autre registre, la fête de l'indépendance dans un peu plus d'un mois à Kaya dans le San Matenga. Et pour 2017, c'est la ville de Gawa qui accueille. Là-bas, on se prépare déjà. Les différentes commissions sont installées, comme quoi il ne sert à rien de courir. Il faut partir à temps. Oumarou Sayon, Draman Kavouré. La machine d'exécution et de pilotage des activités du 11 décembre à Gawa est en marche. À moins de 2 mois de la remise du flambeau pour permettre le démarrage des travaux et les investissements de la fête nationale à Gawa, le comité d'organisation fait déjà la mise en place des commissions et sous-commissions. Nous nous sommes rencontrés pour présenter une proposition de nomination des différents responsables à la tête des différentes commissions qui doivent conduire, réfléchir et soutenir la préparation du 11 décembre. Le projet a été présenté, il y a eu des observations et nous avons pris en compte ces observations pour nous retrouver encore dans 2 semaines pour finaliser, arrêter définitivement les différents responsables et les membres des différentes commissions. Les priorités de ces commissions et sous-commissions seront définies dans les jours à venir. Chaque commission a des tâches, des missions. Chaque commission va s'approprier les termes de référence de sa commission et se conformer donc à l'exécution des tâches et missions pour qu'au bout du compte, nous puissions réussir la mission qui est d'organiser le 11 décembre avec succès à Gabon. Coordination de mouvements et associations religieuses et coutumières, membres de la société civile, acteurs et partenaires au développement du Sud-Ouest, tous doivent se mobiliser pour la réussite des festivités du 11 décembre 2017 à Gawa, dixit le gouverneur du Sud-Ouest. Et puis, l'école nationale supérieure de Fadangourma, bientôt transformée en université polytechnique. Les chantiers engagés sont très avancés, constat fait par le ministre Filiga Michel Sawadougou. En attendant, l'école affiche fièrement son bilan. Depuis son ouverture en 2010, près d'1 millier d'étudiants ont été formés. Désiré Ilboudou, Mahamadi Ouedraogo. Embryon du pôle universitaire de l'Est, l'École nationale supérieure des ingénieurs de Fada ouvre ses portes au public burkinabé sous le thème « Formation en ingénierie, opportunités pour les stagiaires dans l'entreprise ». Objectif, mieux vulgariser et promouvoir les centres d'excellence de formation au plan régional. Du point de vue formation, le bilan est assez positif. D'abord, on n'a pas tous les moyens, mais c'est ce qui est en train de se construire et tout ça. Donc le défi, c'est d'atteindre l'excellence en tant que structure de formation. Le centre universitaire polytechnique de Fada sera transformé bientôt en université polytechnique de Fada. Il répond à la vision du président du FASO qui est à terme d'avoir des institutions universitaires dans les 13 régions du Burkina Faso. Le ministre Filiga Michel Sawadougou et sa délégation ont également visité le chantier de l'université de Fadangourma en construction. Des infrastructures composées d'un édifice de R+2 et d'un restaurant universitaire de 600 places avec un taux d'exécution presque à terme. L'entreprise a commis beaucoup de retard par rapport au délai initial. Ces difficultés nous ont amené à résilier le contrat du premier entrepreneur. Nous avons reçu du gouvernement les moyens nécessaires actuellement pour terminer les travaux. Depuis son ouverture en 2010, l'École nationale supérieure des ingénieurs de Fada a déjà formé plus d'1 millier d'étudiants, dont 600 sur le marché de l'emploi, avec des licences ou des masters. Nous sommes en pleine semaine d'appel à l'action, appel lancé par l'ONG Save the Children
Objectif, obtenir des progrès décisifs dans la façon dont le monde traite les enfants. Il faut faire quelque chose et tout le monde est interpellé, à commencer par les autorités politiques. Urbain Benito Sommet, Yolande Lompo. Un changement immédiat et durable dans la vie des enfants, c'est une promesse que l'ONG Save the Children entend honorer avec l'aide de ses partenaires. Et pour qu'aucun enfant ne soit oublié, elle lance du 3 au 8 novembre 2016 une semaine d'appel à l'action. À travers ces différentes activités, notre organisation va interpeller les dirigeants du Burkina Faso à prendre 3 garanties pour les enfants. Un traitement équitable qui mette fin aux politiques, aux normes et aux comportements discriminatoires régionalisés dans l'accès aux services de santé. Et ensuite, il y a l'interpellation par rapport à la réforme de la politique de rétention des ressources humaines en santé pour la rendre contraignante et l'étendre à toutes les catégories socio-professionnelles. 3 décennies après son implantation au pays des hommes intègres, l'ONG intervient dans 6 régions et œuvre aux côtés du gouvernement burkinabé pour l'atteinte des objectifs de développement durable. Outre la présente conférence de presse, Save the Children organise une soirée d'appel à l'action. Les médias sont appelés à s'engager dans la sensibilisation de l'opinion publique sur la nécessité de concevoir des politiques de santé qui touchent les enfants et les régions les plus oubliées. Un tour à présent dans les salles obscures pour découvrir le nouveau long-métrage du réalisateur français Laurent Goussou-Desboises, un président au maquis, c'est le titre du film. L'avant-première, c'était jeudi dernier, ici même à Ouagadougou. Présentation de l'œuvre avec Konsoum Koulibaly et Bouma Ernest Nebié. Mais qu'est-ce qui lui prend? C'est parce qu'on perd? Il est bizarre. Il sent un parfum de riche, il ne sait plus rien faire et il pleure en proie des oignons. L'histoire se déroule dans un pays ouest africain. Le président, un fan de football, décide de se faire remplacer à une cérémonie diplomatique par son sosie et un chéram de maquis, afin de pouvoir suivre dans son palais la finale d'un match de football. La femme du sosie le réclame sur le champ sous peine de divorce. Situation donc oblige, le président doit se transformer en gérant de maquis pour éviter le scandale. C'est le résumé du tout premier long métrage du réalisateur Laurent Goussou-Desboises, un film intitulé « Un président dans un maquis ». L'idée de faire un président au maquis, c'est l'idée de faire des films événements, c'est-à-dire des films qui veuillent un peu dire quelque chose, même si c'est de la comédie, même si c'est du cinéma, même si c'est du suspense. Pour le français Laurent Desboises et son co-réalisateur burkinabé Hilaire Tombiano, l'idée du film est de montrer au public les difficultés qu'ont les présidents à pouvoir concilier leurs loisirs personnels et leurs responsabilités d'homme d'État. Selon nous, un président doit être à l'écoute de son peuple déjà et aller vers son peuple. Est-ce que nos chefs d'État, qui sont souvent au pouvoir ou dans des palais présidentiels depuis des décennies, est-ce qu'ils sont encore capables de vivre comme nous? Ça c'est quoi ça? C'est du foie sauté? Je sais bien que c'est du foie sauté, mais c'est pas ton foie sauté ça. Quand on nous a promis 2 billets pour un foie sauté de Madou. Le film sera projeté dans les salles de cinéma d'ici et d'ailleurs et à la prochaine édition du FESPACO. Hors de chez nous, je vous le disais, nous sommes à 48 heures du grand jour aux États-Unis. L'élection présidentielle qui de Donald Trump ou de Hillary Clinton occupera la Maison Ovale après Barack Obama. En tout cas, les 2 candidats jettent leur dernière force dans la campagne. Le candidat républicain, lui, a été évacué d'un meeting dans le Nevada à cause de la présence supposée d'un homme armé. Confusion lors d'un meeting de Donald Trump à Reno dans le Nevada. Un mouvement de panique dans la foule a conduit à l'évacuation du candidat républicain par les services secrets. Une rumeur faisait état d'un homme armé parmi les spectateurs. Le milliardaire a été mis à l'abri pendant quelques minutes avant de réapparaître sur scène. Personne n'a dit que ce serait facile pour nous, a déclaré Donald Trump à son retour. Mais rien ne nous arrêtera, a-t-il ajouté. Un homme a été escorté par les services secrets. Aucune arme n'a été retrouvée sur lui. Pendant ce temps-là, Hillary Clinton était à Philadelphie, en Pennsylvanie. Après Beyoncé et Jay-Z, c'est Katy Perry qui a donné de la voix pour la candidate démocrate.
Hillary Clinton a exhorté la foule à aller voter avant de conclure sur un jeu de mots. Prouvons que l'amour triomphe de la haine, a-t-elle dit. Let's prove that love trumps hate. Les deux candidats ont ajouté de nouveaux meetings à leur agenda de marathoniens pour que leur campagne s'achève sans aucune fausse note d'ici mardi. Le Michigan, la Caroline du Nord ou le Nevada font partie des États que les prétendants à la Maison-Blanche tenteront à tout prix de séduire. Toujours aux États-Unis, ce fait divers digne d'un film policier en Caroline du Sud. La police a arrêté un homme présenté comme un serial killer. L'homme de 45 ans a avoué être l'auteur d'au moins 7 assassinats et était sur le point de commettre un autre. Nous sommes aux États-Unis, en Caroline du Sud. Cet homme de 45 ans vient d'avouer avoir commis 7 assassinats, le dernier en date cet été. Son arrestation est intervenue à la suite de la découverte jeudi d'une femme de 30 ans retrouvée enchaînée dans un conteneur, comme un chien, ont précisé des policiers. Elle était portée disparue depuis le 31 août. Calla Brown était la femme de ménage de cet agent immobilier. Son compagnon a été tué par le criminel sous ses yeux. Elle a indiqué aux enquêteurs avoir entendu le meurtrier parler de 4 corps enterrés dans sa propriété. Le serial killer a reconnu les avoir tués en 2003 dans un magasin de motos. Puis il les a orientés vers 2 autres de ses victimes. Cet homme avait été enregistré il y a près de 30 ans. Il avait donc alors 15 ans comme délinquant sexuel pour avoir séquestré et agressé une adolescente de 14 ans. Dimanche sport à présent avec Mahamadi Wena. Bonsoir Wena. Bonsoir Jean-Emmanuel. Alors un seul sujet d'actualité, l'arrivée finale du Tour du Faso aujourd'hui et la victoire de Haruna Ilboudo pour une poignée de secondes. Oui, le Tour du Faso 2016 a effectivement connu son vainqueur ce matin. C'était à l'issue de la 10e étape courue ce matin entre Kosimoro et Ouagadougou. Une étape longue de 110 km 700 qui a été bouclée en 2h. 32 minutes 4 secondes, soit à la vitesse moyenne de 43,670 km/h. Et on va revivre les péripéties de cette étape dans l'élément qui suit. Haruna Ilboudo portait sur lui tous les espoirs d'un pays. Un pays où le vélo est plus qu'une petite reine. Et l'étalon cycliste n'a pas failli. Il est allé au bout en remportant le 29e Tour du Faso. Je suis ravi d'avoir remporté le maillot jaune. Je remercie mes coéquipiers d'avoir protégé le maillot en respectant les consignes de l'entraîneur. Je suis fier d'eux. Merci à tous. Le départ à Kosimoro est donné au rythme du Wedbinde, une danse du terroir. C'est à 8h40 que les 65 coureurs attaquent réellement l'étape Kosimoro-Ouagadougou, longue de 110 km 700. Le peloton fait son entrée à Ziaré groupé. Le premier sprint intermédiaire est remporté par Seydou Bamoro devant Nassim Saïdi et Médéric Klein. Au premier passage sur la ligne d'arrivée, Karamoko Bamba s'octroie les 3 points de bonification du deuxième sprint intermédiaire devant Florence Smith et Azedine Lagabe. Le troisième sprint intermédiaire se dispute encore entre les 3 hommes de tête. Cette fois-ci, Florence Smith prend le devant, suivi de Azedine Lagabe et de Karamoko Bamba. Il ne reste que 2 tours et c'est presque certain que le sprint final va se faire à 3. Le groupe maillot jaune, entre-temps, réussit à réduire significativement l'écart. Azedine Lagabe d'Algérie franchit le premier la ligne d'arrivée. Karamoko Bamba est deuxième. Troisième. Le maillot jaune arrive 25 secondes plus tard dans la route de Vincent Krasik. Haruna Ilboudo remporte ainsi le 29e Tour du Faso aux grandes dames du Français qui a cru jusqu'au bout. Haruna Ilboudo conserve le maillot jaune et est le vainqueur 2016 du Tour du Faso. L'Érythréen Zemefer Solomo, classé 6e de cette 10e étape, prend le maillot vert et l'Algérien Nassim Saïdi se contente du maillot rose des sprints intermédiaires.
Voilà, Mahamadi Ouena avec ces scènes de liesse ce matin devant la cour de la RTB. Alors, c'est déjà l'heure des premiers bilans. Quels sont les enseignements qu'on peut tirer de ce 29e tour du Faso? On peut parler d'un tour à rebondissement. Oui, un tour à rebondissement parce que tout était serré ce matin et on ne savait pas qui allait porter réellement les 3 maillots les plus convoités. Le jaune, vous avez vu, c'est 1 seconde qui séparait le Français de Harouna. Au niveau du vert, il y avait l'Algérien Nassim Saïdi avait 2 points d'avance sur Zemefer Salomon, l'Érythréen, mais à l'issue de l'étape, la 10e étape, l'Érythréen a récupéré le maillot vert. Et au niveau des sprints intermédiaires, le maillot rose aussi, Seydou Bamoro était à seulement 3 points de l'Algérien Nassim Saïdi. Ça montre que tout était serré parce que aucun coureur n'a su garder le maillot, l'un des 3 maillots pendant le temps, sauf Harouna Ilbodo qui a récupéré le maillot jaune à Bobo qui l'a gardé jusqu'à la finale. Alors, ce qu'on a remarqué aussi, il y a eu ces exclusions de cyclistes burkinabés. Oui, alors, est-ce que c'était quoi? C'était de l'indiscipline, de l'amateurisme ou trop de rigueur de la part, en tout cas, de celle qui était chargée Je dirais un peu du tout, parce que c'est vrai que la présidente du jury, Isabelle Fernandez, a irrité tout le monde, surtout lors de la 2e étape, quand il a exclu Abdoulaye Rwamba pour avoir communiqué avec son directeur sportif par le biais des oreillettes. Vous savez, le tour, oui, c'est pas un tour professionnel comme en France où on peut utiliser les oreillettes, c'est interdit ici. Et Amir Yamouro, le capitaine qui a voulu intervenir, a aussi été exclu et tout le monde était sur les nerfs, mais par la suite, les gens ont compris que c'était de la rigueur, c'était seulement que de la rigueur. Par exemple, à l'étape de Goussi, Mathias Sorgo, qui était maillot jaune, qui a crevé plusieurs fois, qui a même chuté, a été dépanné par un directeur sportif autre que son directeur sportif. C'est une sanction, pénalité d'1 minute. Et autre chose, Nana Bourema, qui s'est accroché au véhicule de son directeur sportif, non seulement il était exclu, son directeur sportif était exclu. Il y a un Algérien aussi qui a vécu ces cas. Ouais. Donc ça montre que ce n'est pas le Burkina seul. C'est de la rigueur. Voilà, c'est de la rigueur. Alors Ouena, on est pris par le temps, oui. Sinon c'est quand même un tour du Faso qui a été d'un niveau très relevé avec des vitesses de 44, 43 km/h. Oui, très relevé, 44,659 km/h sur 167 km. Bobo Dédou. Il faut le faire. Alors, Mamadi Ouena, plus d'informations certainement demain au magazine des sports. Évidemment, demain on aura des images et des débriefings. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci pour votre attention. Tout de suite après ce journal, nous vous proposons le résumé de la participation du président du Faso à la 71e Assemblée générale des Nations Unies. Restez donc devant votre petit écran. Bonne suite de programme et surtout bonne reprise de travail demain.